Bon, bonjour à tous. Et puis donc, nous allons d'abord présenter les différents intervenants à cette table ronde. Donc, j'ai à ma gauche ici Laurent Tessier, qui est maître de conférence à l'Institut catholique de Paris. C'est bien ça, hein? Ensuite, à côté, j'ai Monsieur Jérôme Binot, directeur de l'éducation à la mairie de Bordeaux. Ensuite, M. Philippe Mittet, alors directeur général adjoint du pôle éducation et citoyenneté de la région Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, j'ai Madame Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de la Pocatière, c'est bien ça, oui, au Québec. Ensuite, M. Thierry Sobanski, directeur du campus numérique de l'Institut catholique de Lille. Et enfin, Monsieur Sébastien Goulot, Dan, donc IAIPR de STI, donc inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles, et délégué académique du numérique au rectorat de Bordeaux. Madame Dubourg-Lavroff vous a déjà été présentée, vous la connaissez. Les enjeux de gouvernance à l'ère numérique, et nous allons aborder les problèmes de gouvernance, jusqu'à aborder cet après-midi les problèmes de gouvernance ou les enjeux de gouvernance à l'échelon local. Alors, la problématique de la gouvernance est extrêmement complexe vu la multiplicité des acteurs, institutions et même des contre-pouvoirs. Donc la question qui nous intéresse là ce matin, c'est comment poursuivre la réflexion qui a été engagée ce matin, a engagé avec nous Madame Dubourg-Lavroff concernant l'enseignement supérieur, la poursuivre dans l'enseignement secondaire et primaire, et pour aboutir aussi à considérer les problèmes posés au niveau de la gouvernance locale, donc communes, agglomérations et régions, avec quelques points à l'étranger, donc notamment quelques points de référence à l'étranger, notamment le Québec. Le rôle des collectivités locales, des services déconcentrés de l'État, est, par exemple, est très important dans le pilotage éducatif du système éducatif, dans des contextes de décentralisation, de déconcentration et d'autonomie plus ou moins large. On sait bien qu'une région française dispose sur le plan éducatif, une moins grande autonomie qu'une région espagnole ou qu'un land allemand. Mais donc c'est ces différents aspects qu'il faudra peut-être évoquer ce matin ou cet après-midi. Les collectivités donc territoriales ou locales se situent comme intermédiaires entre les grands organismes internationaux, européens et nationaux, et les lieux d'établissement et les lieux d'enseignement que sont les établissements scolaires. Donc des politiques peuvent être mises en œuvre par ces différentes collectivités locales avec des budgets plus ou moins importants, mais tout ceci, de toute façon, a un effet structurant sur les acteurs éducatifs. Alors, peut-être la première question qu'on aimerait bien poser aux différents intervenants, c'est quelle politique du numérique mettez-vous en œuvre dans votre champ de responsabilité? Donc on a devant nous aussi bien des responsables de collectivités locales, d'institutions comme le rectorat, et puis aussi de responsables ou d'acteurs d'universités ayant mis en œuvre une politique du numérique. Alors je ne sais pas donc quelle politique, aussi bien pour les équipements, pour les locaux, pour la gestion des ressources humaines, pour la formation, notamment formation peut-être des chefs d'établissement, mais aussi formation des enseignants. Donc ce serait peut-être un premier tour de table, avant d'aborder peut-être dans un second tour de table, plus spécifiquement des problèmes de gouvernance liés à la mise en place ou l'évolution vers l'ère numérique. On a parlé ce matin avec vous notamment du financement, qui est pour les acteurs une des questions majeures. Peut-être commencer par cette première question. Quelle politique mettez-vous en œuvre au niveau du financement ?
parce qu'on a parlé d'appels à projets ce matin, mais en dehors de ces appels à projets, lorsqu'on a une politique nationale, par exemple, dans l'éducation nationale, quel financement on met en œuvre pour permettre à tous d'utiliser le numérique? Alors, je vais prendre la parole en premier, histoire de tout vous mêler, puisque, évidemment, il y a des particularités au niveau du Canada et du Québec, si on compare avec la France. Alors, d'abord, juste rapidement, le gouvernement du Québec a mis en œuvre, a dévoilé une stratégie numérique, c'était à l'automne 2016. Cette stratégie numérique, c'est un grand plan du numérique à l'échelle du Québec. Elle s'adresse à la fois aux entreprises et aux organisations, dont les milieux de l'enseignement, mais les milieux de la culture, etc., etc. Donc, au niveau des milieux de l'enseignement, notre ministère, parce que vous savez qu'en éducation, bien que vous allez voir, je vais parler beaucoup plus du Québec que du Canada, et ce n'est pas une question de nationaliste, c'est vraiment structurel, puisque au Canada, l'éducation relève des provinces. Donc, en matière d'éducation, mon seul interlocuteur, finalement, c'est le gouvernement du Québec. Alors, le ministère de l'enseignement, de l'éducation et de l'enseignement supérieur, qui est le ministère qui gère de la maternelle, le primaire, préscolaire, jusqu'à l'enseignement supérieur universitaire, est réuni dans le même ministère, mais avec 2 ministres. Bon, voilà, c'est notre particularité. Donc, au niveau de l'enseignement supérieur, on est actuellement à finaliser la politique en matière du numérique en éducation. Alors, je suis en attente de cette politique-là, mais ce n'est pas parce qu'on est en attente qu'on ne fait rien. Alors, les cégeps, les cégeps, ce sont des maisons d'enseignement supérieur, l'ordre d'enseignement qui précède les universités. Les cégeps, on est 48, on s'est réunis et on a fait déjà une vaste réflexion sur le numérique en matière d'éducation, sur 8 thèmes, et on a déposé notre mémoire et déjà on a commencé des actions. Alors, vous demandez quelle est la politique? Bien là, c'est un peu notre propre politique qui actuellement est en train d'influencer positivement le gouvernement du Québec, puisque les échos qu'on en a, c'est que les recommandations que nous avons faites sont prises en compte dans le mémoire, dans le plan du numérique que le gouvernement du Québec va déposer en matière d'éducation. Et j'espère que ce plan du numérique sera déposé pour le mois d'avril, où nous allons recevoir la délégation pour le projet Ange d'Erasmus+. Donc, notre ministre pourra la présenter. Je dirais qu'il y a plusieurs réponses pour nous sur l'aspect des financements. Pour reprendre les propos de Madame Dubourg-Labrosse de ce matin sur les financements, nous faisons bien évidemment des réponses à des appels à projets qui sont au niveau national. Effectivement, ce sont des réponses à appels à projets qui pour nous sont très très importantes, sont des sources de financement. Qui sont, comme vous l'avez indiqué, ce n'est pas un modèle pérenne au sens du projet, c'est bien des accélérateurs. Hein, ce sont des moyens pour nous de lever des leviers et d'accélérer le mouvement, de se mettre dans cette dynamique. Donc ce sont des réponses à appel à projet qui sont très importantes. On peut citer l'autre PIA NCU dont la deuxième vague va bientôt arriver également, qui sont des enjeux très importants sur la refonte du système éducatif. Et en particulier, vous avez insisté sur la notion de licence. En ce qui nous concerne, le plan licence, ce qui nous intéresse, nous, c'est le parcours de réussite, d'amener l'étudiant à la réussite, sachant qu'une réussite n'est pas forcément que académique, elle peut aussi être dans d'autres champs. Donc porté soit par l'ANR, soit par ce qu'on appelle le BPI. On a été lauréat également donc, dans un autre domaine de Disrupt Campus avec INCREA et qui vise un autre enjeu cette fois-ci qui est d'inculquer une culture entrepreneuriale à nos jeunes de manière à ce qu'ils puissent avoir cette fibre de créativité, de créer des entreprises, mais également d'utiliser nos jeunes quand ils sont entre guillemets utilisés, hein, quand ils sont en entreprise pour participer à la transformation des entreprises et également donner un autre regard qui est celui des jeunes qui arrivent, qui ont des comportements qui sont complètement différents. Donc ça, ce sont des projets qui sont financés à titre de subvention nationale. Au niveau local, bien évidemment, on travaille avec la région qui nous soutient énormément sur beaucoup de projets.
en particulier sur le numérique aussi. On travaille au sein de communautés. C'est Isabelle Desbourbous qui citait ce matin l'importance des communautés. On en a une aussi au niveau universitaire dans les Hauts-de-France. Hier, par exemple, j'étais encore à une réunion de la Commuée des Hauts-de-France où on travaille avec la région sur un schéma directeur qui a été défini au niveau de la région. Et bien évidemment, on est en adéquation avec les enjeux de la région, qui sont particulièrement l'emploi, mais il n'y a pas que l'emploi, il y a aussi la littératie numérique qui en fait partie. Voilà, donc on travaille avec tous ces écosystèmes. Et puis, comme on est université privée, on a aussi cette fibre très importante avec les entreprises qui nous tient depuis très très longtemps. On travaille avec des partenariats, avec du mécénat, avec de l'apprentissage. Voilà, ce sont des choses que l'on développe de manière très importante. Pour répondre à la question, donc la politique que nous mettons en œuvre dans les académies, les 30 académies du territoire national, c'est la politique ministérielle qui évolue au cours du temps. Donc on était, il y a quelques années, plutôt sur une mise en œuvre des espaces numériques de travail. On est depuis 2015 sur la mise en œuvre du plan numérique, qui repose sur plusieurs piliers. Une politique commune en collaboration avec les collectivités locales, départements, mairies et régions. Donc le plan numérique, c'était pas qu'un plan tablette, c'était un plan qui s'appuyait donc sur plusieurs piliers et qui s'appuyait sur des infrastructures permettant les usages. Donc il y a eu tout un travail avec les collectivités pour que les infrastructures soient adaptées à ce qu'on voulait voir dans les classes. Donc, le plan numérique, c'est l'accompagnement des enseignants, la formation des enseignants en premier lieu, à utiliser ces matériels-là. C'est aussi de développer des ressources adaptées qui permettent d'enrichir les séquences pédagogiques, puisque à la base, il faut quand même qu'une séquence pédagogique soit bien construite. Sinon, le numérique ne va rien apporter à quelque chose qui est à la base mal bâti, mal pensé. Et puis, effectivement, il y avait un dernier point qui peut être complètement discutable, qui était au démarrage du plan en 2015 d'équiper en one-to-one les élèves, donc que chaque élève soit équipé d'un matériel propre, un équipement individuel mobile. Et petit à petit, en 2016 et 2017, on est plutôt passé à des classes mobiles, donc dans la mesure où les collectivités n'avaient clairement pas les moyens d'équiper tous les ans des milliers de tablettes ou d'ordinateurs portables dans les classes. Voilà, on a réduit le plan numérique au cours du temps. Et là, maintenant, on entre dans une nouvelle politique qui va sûrement être sans doute un peu disruptive par rapport à la précédente, qui va s'appuyer sur la recherche. Donc là, typiquement, dans l'Académie de Bordeaux, on développe des projets qui permettent de faire le lien entre l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur et aussi le monde économique. On a maintenant, je pense, tout à fait conscience qu'on n'est pas en capacité, nous, ministères, de développer des solutions logicielles qui soient complètement adaptées aux besoins individuels de chaque élève. Voilà. Alors, avant de répondre directement à la question des sources de financement, vous donnez les 4 grandes priorités de la région sur ces piliers. Le premier pilier, c'est le soutien à l'économie. Deuxième pilier, la jeunesse. Troisième pilier, la mobilité. Quatrième pilier, développement durable. Et vous allez voir que je n'entre pas par ces 4 points de manière anodine, parce que l'ensemble de ces éléments, évidemment, a une incidence sur le travail qu'on conduit au niveau des établissements. Deuxième point de repère pour tout le monde, la région Nouvelle-Aquitaine, c'est, si on prend en compte les lycées publics, les lycées privés et les CFA, puisque ça concourt au soutien à la jeunesse, à peu près 600 établissements répartis sur le territoire. C'est aussi, pour une classe d'âge, pour la Nouvelle-Aquitaine, 80 000 jeunes. Donc vous multipliez à chaque fois, vous avez à peu près le périmètre dans lequel on travaille. Donc le cadre général, c'est bien une dimension économique, et c'est la première réponse qu'on apporte à la question de l'équipement, puisque vous le savez, dans le domaine du numérique, ce que tout le monde nous dit, c'est qu'il n'y a pas assez de débit. Il suffit d'arriver dans un établissement, je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont chefs d'établissement, la première chose qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas assez de débit. Alors la première réponse que fait la région, c'est de dire à quoi utilisez-vous votre débit. Ça, on détourne un tout petit peu la réponse. Et la véritable question, c'est quel est le débit que nous pouvons amener à l'ensemble des établissements, et plus largement à l'ensemble du territoire. Ce qui pour nous n'est pas une question facile, dans la mesure où on a une densité de population sur certains territoires
qui fait que la question est immédiatement réglée par les prestataires privés qui y trouvent un intérêt. Il y a toute une partie de zone blanche où c'est beaucoup plus difficile. Et là, la région a fait un soutien massif. C'est en milliards d'euros que les choses se font sur plusieurs années pour qu'on ait sur l'ensemble du territoire un débit pour lequel la question ne se pose plus. Donc, à terme, 5, 6 ans, tous les établissements, et c'est dans les contrats qu'on passe avec les prestataires privés, vont amener un débit suffisant en termes de fibre et de très haut débit à la porte de l'établissement. Deuxième point, en termes d'investissement et en termes d'équipements que nous devons réaliser, c'est les architectures au sein des établissements. On a à peu près tout. Plus l'établissement est ancien, plus les choses sont compliquées. Plus l'équipe est engagée, plus les choses peuvent être compliquées parce que historiquement, un certain nombre d'entre eux ont mis en place des architectures au sein des établissements qui font qu'il y a la question de pourquoi il n'y a pas de débit. Parfois, c'est très simple. Je prends l'analogie classique de la circulation. On peut, nous, construire une très belle autoroute qui vous amène à la porte de votre établissement. Si juste après la porte de l'établissement, vous avez des petites rues comme dans Bordeaux, pour ceux qui viennent régulièrement à Bordeaux, ça devient tout de suite plus compliqué. Et si par hasard, vous avez le camion poubelle qui est au milieu de la rue, vous êtes coincé. Alors pour l'informatique, le camion poubelle, on sait ce que c'est. C'est du streaming, c'est de l'écoute de musique, c'est du téléchargement. Donc à la question de équipement, nous on répond d'abord par on va vous amener du débit, il faut travailler sur les infrastructures et vous voyez sur 600 établissements comment les choses peuvent être compliquées. Et la deuxième partie sur laquelle on a travaillé, c'est le type d'équipement. Là aussi, la région a fait un choix, alors là je parle en termes d'acquisition de matériel, nous passons par une association qui s'appelle l'AMPA, et donc on va normaliser le type d'équipement pour le public. Je sais bien qu'on est avec le privé, c'est une des questions qu'on aura à aborder. La force de frappe en termes d'équipement, le contrat qu'on a passé avec eux, c'est 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, quand on parle à un prestataire, quand on parle à un fournisseur de matériel et qu'on lui dit on veut acheter pour 4 millions de matériel informatique, la marge de négociation est plus importante. Donc ça, c'est un point sur lequel il faudrait qu'on puisse travailler aussi avec vous. Je continue. Le deuxième point, et ça rejoint la question ensuite des équipements, la position de la région et la politique qu'elle souhaite conduire, c'est de considérer qu'il faut que tous les jeunes puissent bénéficier d'un équipement. Quel type d'équipement? Il y a un certain nombre d'entre nous qui considèrent que ces petites machines, on en a tous, voilà, à terme, c'est peut-être la réponse. Oui. Les taux d'équipement pour les jeunes, alors on a fait une étude, lycée d'enseignement généraux, 96-97%, ça varie un tout petit peu. On a moins d'équipements pour les lycées professionnels, 75%. Et donc on aura à se poser la question, et la région a à se poser la question de comment on équipe en complément, selon quelle modalité, les aides de rentrée. Pour vous donner un ordre de grandeur, les aides de rentrée pour la région, c'est 8 millions d'euros par an, essentiellement sur l'acquisition de manuels. Et ça, c'est le deuxième objectif sur lequel la région veut s'engager, c'est la bascule des supports papier vers des supports numériques. C'est quelque chose qu'on va devoir travailler, c'est compliqué. Évidemment, la région, Gabriel l'a souligné tout à l'heure, n'est pas responsable de la pédagogie, donc on va travailler avec nos collègues du rectorat. À un moment donné, ça n'est pas une compétence des régions d'acheter les manuels scolaires, mais les familles ont pris ou ont besoin de faire cette acquisition. Il y a une volonté politique de les accompagner. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est cette bascule aussi vers le numérique. Inutile de vous dire qu'on abordera tout à l'heure les questions de formation. L'enjeu va être majeur. Mettre à disposition des jeunes des ressources et des professeurs. S'il n'y a pas d'information, s'il n'y a pas un accompagnement, on l'a déjà vu dans un certain nombre d'opérations, ça restera lettre morte. Les convaincus vont faire et les autres vont nous dire mais on aimait vraiment bien le papier. Et je pense que tous ceux qui sont dans les classes, si on compte le prix des manuels, le prix des photocopieuses, le prix que le ministère paye pour l'autorisation de faire des duplications de photocopies, plus les manuels ou l'acquisition de supports que font aussi les familles, on arrive à des montants particulièrement importants. Donc c'est vraiment dans cette économie générale qu'il faut essayer de se positionner. La volonté de la région, c'est mettre les équipements à disposition en termes de débit, les infrastructures sur lesquelles on a vraiment à travailler, et puis la question ensuite de l'équipement.
je crois qu'il faut se la reposer à travers aussi les équipements individuels des élèves. Je pense que vous êtes comme nous, vous avez un bon nombre de jeunes viennent avec leur matériel informatique. Se posera une dernière question, et là on répondra évidemment présent, c'est sur les formations spécifiques au numérique. Bonjour, donc la mairie de Bordeaux s'occupe des écoles maternelles et élémentaires, ça représente 17 000 enfants dans le public, 5 000 dans le privé, donc 3 700 bordelais. Et donc quelle politique numérique éducative mettons en place? Alors pour nous, on considère qu'on a d'abord réfléchi à partir d'une politique éducative, en se fixant les objectifs de procurer, dans le contexte institutionnel français qui est un peu particulier, puisqu'il revient à l'État de fixer les programmes, de payer les enseignants, en général, je ne parle pas du hors contrat, et aux collectivités, on va dire, pour aller très très vite, de fournir les moyens, bâtiments, moyens pédagogiques et donc le numérique. Dans ce cadre-là, nous, la mairie de Bordeaux a comme objectif de fixer un environnement et un parcours éducatif permettant aux élèves d'accéder à deux objectifs, qui est l'un, le bien vivre ensemble, qui est très important pour la mairie de Bordeaux, et qui est un objectif commun, qui rejoint un peu à l'aspect citoyenneté, mais qui derrière aussi recouvre l'esprit critique, le respect d'autrui. Et puis, de l'autre côté, la réussite scolaire, qui est très important pour Alain Juppé, c'est-à-dire pas uniquement la réussite éducative au sens large, mais aussi la réussite scolaire. Donc, ça renvoie au socle commun de compétences. À partir de là, comment faire pour décliner ça dans le numérique? Donc, on a créé un schéma du numérique éducatif qui décline ses objectifs en numérique, donc que vous pouvez retrouver sur Internet, puisque c'est en ligne, il y a une délibération du conseil municipal, que je pourrais aussi envoyer au groupe après, qui fixe les objectifs de la mairie et qui décline les équipements où, notamment, on a décidé de mettre à disposition de chacune des classes élémentaires un équipement numérique collectif, c'est-à-dire un TNI ou un VPI. La définition technique du matériel est renvoyée et travaillée avec Bordeaux Métropole, puisque ça c'est un autre acteur qui entre en jeu dans notre contexte institutionnel local. C'est les équipes techniques des ingénieurs informaticiens définissent ça au niveau de la métropole. D'ailleurs, ça permet de faire effectivement des économies d'échelle, puisque je gère plusieurs communes. Un équipement individuel ou qui peut être travaillé par petits groupes et qui est aujourd'hui, qui a hier été le PC, qui aujourd'hui est la tablette. Et là, effectivement, on utilise, j'ai bien aimé le mot de monsieur, d'accélérateur, de l'appel à projet qu'avait fait en 2016 et en 2017 l'État pour équiper, pour accélérer l'équipement en tablette de l'ensemble des écoles publiques de Bordeaux, de valises de tablettes qui peuvent être utilisées dans des conditions éducative, travailler avec l'éducation nationale, parce que on a donc notre volonté propre, des objectifs qui s'inscrivent bien évidemment dans les programmes, mais qui doivent être ensuite travaillés avec notre partenaire principal, qui est pour nous l'inspection académique, donc la partie locale de l'éducation nationale, pour savoir comment effectivement former les enseignants et surtout en réalité comment mettre à profit ces nouveaux moyens que sont les outils informatiques, qui ne sont qu'un moyen au service des enseignants dans la relation qu'ils peuvent avoir avec les élèves pour qu'ils apprennent des choses et qui développent leur potentiel. Et donc là, on a un volet formation très important. On a créé une convention pour définir un peu comment fonctionner. On fait des formations doubles, à la fois techniques qui relèvent de la ville et des formations pédagogiques qui relèvent de l'éducation nationale pour que les enseignants puissent utiliser au mieux ces outils et développer des nouvelles séquences pédagogiques et tirer profit de ces outils parce que, encore une fois, ce ne sont que des outils.
Et d'autre part, on a aussi la question, vous voyez, on a défini quand même un cadre assez structurant, mais on a bien conscience que tout ça ne peut marcher que si il y a une appétence des enseignants, qu'ils veulent y aller. Comment ne pas brider ça? Alors, on a essayé de créer nous faisons nous-mêmes des appels à projets, on va appeler ça comme ça. En réalité, les enseignants peuvent nous proposer des expérimentations. Donc les centaines d'enseignants sur Bordeaux, chaque année, nous déposent des projets et nous les examinons conjointement Éducation nationale et ville pour voir comment on peut les accompagner. Alors je vais vous citer un projet là qu'on va examiner, qu'on a examiné récemment au niveau technique et que nos élus, les décideurs de la ville et de l'Éducation nationale vont avoir approché. C'est dans une école, ils souhaitent utiliser, développer avoir des équipements pour faire un journal télévisé ou un journal radio. Donc on va regarder, c'est des équipements qui ont un certain prix, donc la collectivité elle finance, mais elle souhaite ne pas être que ça, elle souhaite s'assurer en réalité que ça soit diffusable, comment est-ce que ça va être diffusé, comment ça va être utilisé, et comment ça ne va pas être du one-shot et utilisé que dans une école parce qu'il y a un enseignant qui tout d'un coup trouvait ça super de faire ça. Voilà. Donc on travaille avec l'Éducation nationale et à partir de là, on est en train parce que tout ça est une démarche qui évolue, un des principes de base, c'est qu'on va commencer à créer des mallettes pédagogiques. À chaque fois qu'il y a un nouveau projet, on souhaite que ça soit reproductible et créer une sorte de mallette d'outils qui puissent être réutilisés et s'assurer qu'un certain nombre d'écoles puissent en bénéficier. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est en cours. Ce qu'on a décidé de faire, par exemple, une autre expérimentation qui a marché, c'est sur les robots. Donc à Bordeaux, nous mettons en place des robots dans les écoles élémentaires. Et là aussi, on développe des fiches pédagogiques. Donc c'est un cahier avec 20 manières d'utiliser ça pour... le robot n'est qu'un outil. Alors on pourrait se dire tout de suite, le robot, on va faire que de l'informatique. Non, non. Le robot, on développe l'observation, on apprend à parler autour de ce qu'on a observé. Donc on fait des phrases, enfin le lire, écrire, compter, les échanges, travail en équipe. Donc tout ça, ce sont des séquences pédagogiques qu'on propose. Donc l'Éducation nationale a fait des fiches et pour que ensuite chaque école puisse réserver ses mallettes pour les distribuer. Voilà. Donc, et ça permet d'avoir à la fois, on essaie à la fois d'avoir une vision globale et un cadre structurant, mais en même temps ne pas tuer les initiatives et faire en sorte que le principe du numérique, l'aspect consubstantiel au numérique, me semble-t-il, c'est que c'est quelque chose qui évolue énormément, qui change et qu'on ne peut pas fixer. Sinon, il faut se revoir tous les 6 mois parce que moi, je suis ingénieur télécom de formation au départ. J'ai mis en place le réseau GPRS, le premier réseau de données que vous utilisez sur vos téléphones. Voilà, il y a dans les années 90. On en est, maintenant je regarde ça parce que j'ai changé de voie, vous voyez, puisque je suis avec vous aujourd'hui. On en est à la 5e technologie. Donc ça évolue tous les jours, on fait des choses fantastiques, mais ce n'est qu'un outil. Voilà, donc comment ne pas tuer le fait que ça doit avancer et d'avoir quelque chose d'assez plastique. Voilà, c'est ce que je voulais dire avant de dire on parlait du financement. J'ai pas de chiffres en tête, mais je peux vous donner des prix d'équipement. Mais on est en train de parler quand même de plusieurs millions consacrés à l'équipement informatique ou numérique dans les écoles. Donc voilà, c'est pas anecdotique. Moi, je voudrais juste dire quelque chose qui est lié au coût de... Parce que je ne vais pas intervenir pour une collectivité territoriale, au coût des ressources éducatives et au grand intérêt, évidemment, que représentent les licences Creative Commons. Et donc, moi, je suis une ardente défenseur du Creative Commons, et donc de la possibilité d'avoir des ressources éducatives libres qui sont, semble-t-il, une des seules voies d'accessibilité de l'éducation pour tous, et en particulier de faire je vous ai parlé tout à l'heure de l'ODD4 de l'UNESCO, mais cette ODD4, donc l'éducation est un bien public, égalité, équité dans l'accès pour tous, dont les plus éloignés de l'information et de la culture, c'est une voie de progrès humain, je pèse mes mots en le disant, qui est celle de ne pas se restreindre aux négociations avec les maisons d'édition
qui semble être une limitation définitive, certainement pas, parce que des maisons d'édition intelligentes peuvent devenir numériques. Donc je crois que là, il est important de sauter le pas, de considérer qu'aujourd'hui, en 2018, une personne sur 2 dans le monde possède un smartphone, que le nombre de smartphones a augmenté alors j'avais les chiffres, j'avais noté, triplement en moins de 5 ans, c'est une récente étude d'Ericsson, triplement du nombre de smartphones en 5 ans dans le monde. Donc je crois qu'on est là à l'ère de quelque chose de nouveau. Et si on veut respecter l'ODD 4 et donc ouvrir l'éducation à tous, il faut déjà commencer par avoir des ressources éducatives libres. Je rajoute juste un petit mot si j'en ai la possibilité. Pour ce qui est de l'Institut catholique de Paris, peut-être rajouter un mot pour dire, parce que on a commencé à parler des financements, des types de subventions qui étaient accessibles. Bon, on voit bien effectivement, puisque toute une partie des gens qui sont ici travaillent dans le cadre de l'enseignement catholique, il y a une partie de ces subventions, des financements, des équipements qui sont accessibles d'abord à l'enseignement public. C'est le cadre français. On a parlé aussi de voies de subvention qui concernaient plutôt l'enseignement supérieur. Bon, quand on va chercher les IDEFI et autres, c'est moins directement accessible aux établissements scolaires, même s'ils peuvent être partenaires de ce type de projet, comme c'est le cas d'ailleurs pour le projet Ange. Je voulais mentionner peut-être un partenaire possible aussi et important, je pense, dans le cadre de l'enseignement catholique, quand on veut travailler sur le développement numérique, c'est la Fondation Saint-Mathieu qui peut jouer ce rôle de manière assez décisive, notamment si on veut créer un learning lab, des classes, etc., qui vont avoir un matériel spécifique. Pour le coup, ça implique évidemment d'avoir un vrai projet, mais on peut aussi trouver d'autres voies de financement en allant vers ce type de fondation privée. C'est ce que nous, on a fait à l'Institut catholique. Je le dis d'un mot, et en développant, puisque moi j'ai piloté un petit peu le campus numérique pour l'ICP pendant 3-4 ans. Une des manières de susciter et d'encourager, comme vous l'avez bien dit ce matin, les initiatives locales, et puis tout en apportant de la coordination, je dirais, ça a été de créer un atelier du numérique, c'est-à-dire à la fois un espace physique avec des salles innovantes, et puis une petite équipe, et en particulier avec le recrutement d'un poste qu'on a créé, qu'on a appelé designer pédagogique, et donc qui est là pour accompagner les enseignants dans l'évolution de leur pratique pédagogique, et puis avec tout un volet formation des enseignants, etc. Mais effectivement, ça a demandé à un moment d'avoir un investissement spécifique de l'établissement et d'aller trouver des aides qui permettaient d'avoir un projet qui soit à la hauteur de l'enjeu. Voilà, j'en dis pas plus. On va donner la parole d'ici quelques secondes aux personnes qui souhaiteraient poser des questions. Si on fait la synthèse, finalement, c'est l'appel à projet qui demeure actuellement un des points d'entrée principaux pour le financement, en dehors des politiques de financement actuelles qui sont parfaites ou imparfaites, qu'on améliore ou en réflexion. Donc l'appel à projet, c'est principalement l'entrée pour les projets numériques. C'est principalement l'entrée depuis des années, mais là, le ministère a lancé une nouvelle forme de projet participatif, c'est le partenariat d'innovation. Donc ils lancent une thématique, ils font appel au secteur économique pour faire un co-développement d'une solution logicielle. Voilà. Donc ils s'engagent à investir dans la solution si elle répond aux besoins du ministère. Juste rajouter une petite chose, parce que l'appel à projet, c'est clair, c'est une partie. Il ne faut pas oublier que dans les appels à projet, on a une part importante de nos fonds propres. Et c'est aussi une certaine façon d'imaginer le développement de l'institution. Nous, en ce qui nous concerne, au niveau de l'Université catholique de Lille, Pierre Georgini, qui en est le président et le recteur de l'Institut catholique de Lille, a une vision qui est un pari sur l'avenir. C'est un pari dans lequel on fait une mise de fonds très, très importante en vue de, bien évidemment, d'avoir un modèle économique pérenne par la suite, mais qui est une politique d'investissement. Donc un projet global, pour le coup. C'est un projet global. Une petite remarque, parce que effectivement, nous parlons beaucoup du contexte français. Mais donc le sujet sera élargi cet après-midi parce que nous avons une conférence à distance avec des représentants de nos partenaires. Donc que nos partenaires ne s'inquiètent pas, mais ça permet de se poser, à mon avis, beaucoup de questions. Et moi, j'ai une question sur décentralisation et déconcentration.
Alors c'est une question peut-être un peu large, mais dans cette réflexion, si vous voulez, qui est complexe, alors je ne suis pas compétente sur les autres territoires. La question a été évoquée, par exemple, du rapport entre le Québec et le Canada, enfin, et l'État canadien sur les compétences d'éducation. Vous avez évoqué la question de l'Allemagne, qui fonctionne très différemment. Bon, donc les rapports entre collectivités territoriales et État, et dans des politiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à mailler des politiques du numérique dans des acteurs qui ont une responsabilité macro, c'est-à-dire voilà, parce que nous finalement on est un peu sur le terrain, on est en charge d'organisation d'éducation, moi je suis en charge d'un réseau d'acteurs d'éducation. Comment est-ce que ça se maille? De temps en temps on trouve que c'est très complexe, de temps en temps ça peut être redondant, voilà. Est-ce que le modèle français permet un bon maillage entre déconcentration et décentralisation sur cette question, si vous voulez, de la transition numérique en éducation? C'est une question très 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 large, mais c'est quand même la question centrale. Vous l'avez compris, la région Nouvelle-Aquitaine, en tout cas dans le territoire national, c'est le bâti, l'équipement, les ressources, les personnels et la maintenance. Pas de responsabilité pédagogique. Donc le travail qu'on doit conduire et que nous conduisons régulièrement, avec les DAN, avec les DSI, puisque dans la Maison Éducation Nationale, on a d'un côté les gens qui s'occupent de la pédagogie numérique, puis ceux qui s'occupent des systèmes informatiques. Donc vous voyez déjà du côté de l'Éducation nationale, la question que vous soulevez sur qui maîtrise et qui pilote pourrait être posée. Bref, on travaille avec eux, et pour nous, l'élément de complexité nouveau, c'est une région Nouvelle-Aquitaine, 3 recteurs. Vous voyez, dans la simplification, il y a encore un petit niveau supplémentaire. Donc on travaille bien, on a des réunions communes. Donc ce sur quoi on essaie vraiment de réfléchir, et ça sera certainement le point qui sera, de mon point de vue, le plus complexe à gérer, c'est comment, dans une politique de développement du numérique, on réussit à associer suffisamment les chefs d'établissement, les professeurs, pour qu'au moment où on met en place un certain nombre de dispositifs, ils puissent y être pleinement associés et être complètement en appui de ce que nous pouvons faire. Je vais prendre un exemple qui est un tout petit peu décalé. On a pris appui sur ce qui se faisait au Québec sur l'aide aux devoirs. Le président Alain Rousset va au Québec, voit l'aide aux devoirs, les résultats, se dit formidable, on va le mettre en place. On revient, ça se met en place en France. On a un nombre d'appels qui est significatif, mais qui n'est pas suffisant, et en tout cas qui ne touche pas le public sur lequel on souhaiterait aller. Ceux qui sont éloignés, ceux qui sont les plus en difficulté. Et donc là, c'est la difficulté majeure, c'est comment on peut travailler avec des partenaires pour pouvoir mettre en place un certain nombre d'opérations. Je vais prendre un autre exemple. On a été les premiers à signer avec Educarte pour mettre à disposition l'ensemble des ressources d'Arte qui sont scénarisées, qui sont mises à disposition. On l'a fait pour l'ensemble des établissements publics. Je le dis parce que on a eu des remontrances d'un certain nombre d'établissements privés. Donc on l'a mis à disposition de l'ensemble des établissements publics. On fera le bilan au bout de quelques mois et au bout d'un an, et on verra assez naturellement qu'il y a des établissements dans lesquels les gens se sont complètement appropriés les choses, et il y a des établissements dans lesquels c'est plus compliqué. Ça passe par de la formation, ça passe par rencontrer le collège des IA-IPR pour faire un travail de médiation. Et on sait bien, parce que Gabriel Borget était doyen de l'inspection en Aquitaine, dire qu'on va venir parler d'un sujet quand on est de la région, c'est compliqué. Et donc c'est l'un des éléments sur lesquels il faut qu'on puisse avancer. Donc à la question de décentralisation, déconcentration, on est dans un modèle intermédiaire. La taille des régions et, comme je le disais tout à l'heure, le nombre d'établissements font qu'à un moment donné, il faudra se reposer la question. Mais en même temps, je le disais tout à l'heure aux collègues, région Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu plus de 8000 agents, 1 million d'enseignants. Rapporté à la région Nouvelle-Aquitaine, sans dire de bêtises, ça doit être 100 000, 10%. Passer de 8000 agents à 108 000 agents, c'est quand même quelque chose qu'il faut pouvoir absorber. Et donc, on aura cette question qui est une question éminemment complexe. Ce n'est pas une revendication directe de dire il nous faut les enseignants et la pédagogie. À un moment donné, se posera la question de comment on peut mieux articuler
ce que font les enseignants et ce que nous souhaitons faire en termes d'équipement. On est là sur le renouvellement des espaces numériques de travail, ça va être un enjeu majeur. L'appel à projet peut être accélérateur, ou alors il peut être priorisé ou prioritaire. C'est-à-dire que nous avons connu dans le temps, alors nous n'étions pas dans les outils numériques, mais nous avons connu les dotations d'établissements avec les magnétoscopes, avec les téléviseurs, avec les caméscopes. Et ça a coûté des fortunes et des fortunes entassées dans les placards. Ça a été des bilans assez... Alors pas toujours, mais ça a souvent été ça. Et la question du numérique, alors que ça soit, enfin, je veux dire, les outils numériques, ça peut être aussi des objets connectés, parce que nous sommes aussi sollicités sur ces questions-là, peut aussi entraîner ce genre de questions. Pour ce qui concerne le rectorat, puisque nous travaillons en lien avec la DAN, avec Sébastien Goulot, puisque la CARDI, dans ses appels à projets, intègre bien évidemment la dimension numérique, et donc il y a forcément des expertises qui sont menées par la DAN. Dans ces appels à projets, il y a des priorités qui sont données, avec des questions simples qui sont pour qui, pourquoi faire, et avec quels effets du point de vue de la réussite scolaire et éducative des élèves. Ce qui circonscrit un peu les choses de telle sorte à ce qu'on soit sûr que les candidatures retenues puissent véritablement porter profit aux élèves et à tous les élèves, et notamment ceux qui échappent justement à ces dimensions numériques, pas au sein des établissements, mais en leur propre sein. D'où la question, par exemple, de ces petits engins-là, que tout le monde n'a pas forcément. Et quand les gens n'ont pas, comment fait-on pour ceux qui n'ont pas ? Par exemple. Et la question que je voulais vous poser, c'est dans vos différents espaces, est-ce que cette question de l'appel à projet est de même nature, ou est-ce que ce sont des appels à projet qui, par exemple au Canada, qui sont des accélérateurs, ou est-ce qu'on est sur ces sujets qui priorisent, voilà, nous avons des priorités dans l'académie, nous avons de très belles performances scolaires dans le public et dans le privé. Pour autant aussi, nous avons de très très grandes hétérogénéités au sein des territoires, avec de très grandes difficultés, notamment alors que ce soit la ruralité, que ce soit, alors ce sont des zones blanches éducatives, on va dire, hein, que ce soit la ruralité ou bien que ce soit sur la Cube, par exemple, avec des établissements en éducation prioritaire et éducation prioritaire plus, où ce sont nos élèves, et y compris d'ailleurs dans des établissements, on va dire ordinaires, où on sait aussi qu'il y a une hétérogénéité très très forte et des élèves qui échappent à ce sujet-là. Je ne sais pas, parce que ça rejoint, en gros, ton intervention rejoint un peu la deuxième question. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre tout de suite à la question de Jean-Luc Mourier, ou bien on va certainement les aborder dans la deuxième partie. Oui, la deuxième partie, c'est-à-dire que initialement à cette journée était associée aussi, on avait une conférence ce matin de M. Benoît Ducange, donc, qui est responsable magistère à la direction du numérique au ministère, et il était prévu qu'il nous parle de l'enquête nationale, des résultats de l'enquête nationale sur l'utilisation des ENT dans les établissements du second degré en France, qui date de 2016. Cette enquête, en particulier, dit que, un des points positifs, que maintenant l'usage quotidien des ENT est bien ancré dans les établissements, pour tous les profils d'utilisateurs, enseignants, élèves, aussi les parents, pour les services obligatoires, c'est-à-dire le cahier des textes, le suivi des notes et le suivi des absences, signalement des absences. Ça marche très bien. Aussi, l'ENT a permis de rapprocher les familles des établissements scolaires, donc un point très positif. Mais cette enquête déplore que les enseignants, donc, qui utilisent déjà les services de communication, avec les élèves via l'ENT, demeurent assez réticents pour utiliser les autres services offerts par le numérique. Ça rejoint un peu le constat qu'avait fait Mme Dubourg-Lavrov ce matin concernant le supérieur. C'est-à-dire pour les utilisations pédagogiques, dans leur travail quotidien en tant qu'enseignant, en tant que pédagogue, sauf quelques... Il y a toujours des enseignants qui sont engagés dans le numérique depuis longtemps, mais une grande majorité d'enseignants, pour le moment, les ignorent. Le recours à l'ENT aussi pour développer le travail collaboratif entre enseignants, mais aussi entre élèves, mais pourrait aussi être amélioré. Parce que, encore, il dit dans son rapport qu'un enseignant sur deux estime toujours que l'ENT n'a pas favorisé l'émergence de nouvelles pratiques dans ce domaine. Donc, oui, je reviens à ce que disait Mme Dubourg-Lavrov ce matin, c'est-à-dire l'entrée par l'outil n'est pas pertinente. Ça mène vers l'échec. De nouvelles technologies amènent-elles naturellement les enseignants à développer de nouvelles pratiques pédagogiques, à les diversifier?
La réponse, l'enquête montre bien que la réponse est non, que c'est un échec. Alors que faut-il faire auparavant? Donc il faut peut-être auparavant développer chez les enseignants des choix pédagogiques et des postures nouvelles qui permettent d'accueillir de considérer ces outils nouveaux qui sont mis à leur disposition. Alors, peut-être dans cette deuxième partie, quels sont les obstacles et leviers à l'émergence de ces choix pédagogiques et de ces postures? Et donc, se pose la question, peut-être, déjà de l'environnement local, l'environnement de vie et de travail pour l'émergence de ces postures au niveau local, au niveau des établissements, au niveau peut-être du département ou de la région, du rectorat, par exemple. Quel rôle pour l'encadrement au niveau régional et au niveau de l'établissement? Peut-être pour donner un environnement favorable à l'émergence de ces postures nouvelles. Et puis, ensuite, quel accompagnement pour les chefs d'établissement? Parce que peut-être, comment diriger un établissement, comment animer une équipe pédagogique, une équipe d'enseignants, pour faire émerger ces postures nouvelles ou faire émerger ces projets. Et puis, bien sûr, se pose la question de la formation, accompagnement. Il s'agit aussi de formation aussi bien des chefs d'établissement que peut-être formation aussi des cadres. On n'est pas uniquement au niveau de l'établissement. Quelles sont les missions, par exemple, la formation peut-être on pourrait parler de la formation aussi des cadres comme des inspecteurs, donc des chefs d'établissement et des enseignants. C'est-à-dire le sujet est vaste, mais donc là, et puis aussi, ça pose la question. Je pense que les chefs d'établissement qui sont ici présents doivent bien aussi le savoir, que certains enseignants sont restés parfois en retrait. Par exemple, surtout les dernières années, c'était à propos de l'utilisation du numérique et des ordinateurs au niveau de leur travail, pour des raisons, en invoquant, je veux dire, leur liberté pédagogique. La liberté pédagogique, cette liberté de ne pas devoir utiliser ces instruments qui sont proposés ou qui sont mis à disposition. Et aussi de crainte de dégradation de leurs conditions de travail. Donc voilà des questions, disons voir, au niveau des relations, des ressources et des relations humaines, qu'il faudra peut-être qu'on essaye d'analyser et de voir quelles sont les sorties possibles, les issues possibles pour créer un environnement plus favorable pour tous les acteurs. Bon, il est clair que les espaces numériques de travail qui sont actuellement dans l'établissement, que ce soit ceux qu'on développe au niveau du rectorat, donc pour les collèges Argos, et celui qui est développé par la région Léa, ne correspondent pas maintenant à une utilisation actuelle. Ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est favoriser la mise en réseau des élèves entre eux, la mise en réseau des établissements entre eux, des différents groupes classes. Pour les parents, le point essentiel, c'est qu'un espace numérique de travail, c'est avant tout un cadre de confiance. C'est qu'on sait où son enfant met les pieds. Et la nouvelle offre de services qu'on est en train de développer avec la région doit respecter justement ce cadre de confiance, et aussi la nouvelle réglementation européenne, le RGPD, qui la réglementation générale de protection des données, qui arrive au mois de mai. Le point le plus important, je pense, c'est aussi de recentrer l'espace numérique de travail sur l'acte d'apprentissage de l'élève. C'est que les ENT actuels ne permettent pas réellement la production par l'élève. Il y a un certain nombre d'outils, mais très peu d'outils pédagogiques. Ce qu'on voit, c'est que même les outils qui étaient d'ailleurs plutôt pensés comme étant orientés vie scolaire ne sont pas adaptés, puisque la plupart alors quand je dis la plupart, c'est 90% des établissements se détournent des ENT actuels pour aller vers des solutions commerciales type Pronote. Il y a aussi, on parlait tout à l'heure de mobilité en parlant de téléphone portable. Ce qu'on remarque, c'est oui, alors, tous les élèves sont équipés à 98%, quasiment 100%, mais ils sont équipés pour aller voir leur emploi du temps. Ils sont équipés pour aller voir les absences d'un enseignant. Mais pour produire avec ça, non, c'est pas adapté.
un téléphone portable n'est pas adapté pour produire, pour travailler sur un projet. On peut consulter, mais à partir du moment quand on veut produire un travail, eh bien, ils veulent un outil. Ils veulent un outil numérique adapté. Donc ça peut être le NT, mais il faut aussi du matériel. Donc si on veut aller de l'avant et imaginer l'espace numérique de travail de demain, parce que je pense que c'est aussi un peu l'objectif de ce projet-là, le NT doit reposer sur 4 axes. Un axe pédagogique permettant de définir quels sont les besoins de l'élève pour améliorer l'assimilation des apprentissages, pour permettre la création, pour permettre l'organisation et la mutualisation de parcours pédagogiques. Ça, c'est le premier axe. Philippe en a parlé tout à l'heure. Un axe ressources qui est vraiment important, c'est quelles sont les ressources pour l'élève, les ressources pour améliorer la diffusion du savoir, donc des ressources pertinentes qui sont soit co-construites par les formateurs, par les inspecteurs, par les enseignants, soit directement issues des éditeurs. Un troisième axe, donc un axe production de l'élève, donc c'est quels sont les outils que nous devons mettre à disposition des élèves pour qu'ils soient en capacité de produire des documents, donc une édition facilitée et collaborative de contenu. Donc on pense tout de suite à des plateformes type Moodle ou autres, des logiciels de caractéristiques. On sait globalement ce vers quoi on veut aller et ce qui permet la pédagogie. Et puis enfin, il y a effectivement un dernier axe vie scolaire. C'est quel outil pour l'organisation matérielle de l'établissement, la relation avec les parents. Effectivement, c'est l'exemple que je voulais prendre dans la question comment on peut créer un environnement favorable. On s'est mis dans la peau, comme gestionnaire, on s'est mis dans la peau d'enseignant. Dans mon cas, c'est pas trop difficile, j'y ai déjà été. Et on s'est dit, si on veut un succès d'un virage d'un enseignement traditionnel avec des étudiants en classe à un type d'enseignement 100% à distance, donc avec aucun étudiant en classe et l'enseignant est seul dans son bureau ou dans sa cuisine, ça dépend à quel endroit il décide de donner son cours, il faut mettre l'enseignant à l'aise et en maîtrise des compétences numériques. Alors, notre premier cheval de bataille, ça a été de travailler sur les compétences de nos enseignants. On s'est rendu compte que tout seul, c'est possible de le faire. À quelques partenaires, on était encore meilleur. Alors, on a créé un regroupement qui s'appelle FADIO, F-A-D-I-O. Je prends la peine de l'énumérer parce qu'il y a un site extraordinaire et vous y avez accès. Alors, c'est un regroupement pour de la formation à distance interordre. Ça veut dire que les partenaires, les enseignants, ce sont des enseignants du secondaire, du collégial et de l'université, tout le monde ensemble. Et notre objectif dans ce regroupement-là, c'est de former des formateurs. Alors, c'est vraiment l'appui à la pédagogie. C'est un centre d'expérimentation. Ce sont des communautés de pratique où on fait des échanges de bons coups. On fait aussi les échanges de ce qui n'a pas fonctionné. Alors, il faut avoir l'humilité de le dire parce qu'on est innovant, mais parfois, on frappe le mur aussi. Et dans cette communauté de pratique d'enseignants, s'est joint également une communauté de pratique en parallèle de support technique. Parce que quand on veut faire de la formation à distance, pour prendre cet exemple-là, puis que ça ne fonctionne pas, puis que tu as 20 étudiants qui attendent au bout de leur caméra, tu as l'air fou, ça ne va pas bien, tu le fais une fois, tu arrêtes ça là. Alors là, on s'est dit, ça nous prend, oui, des pédagogues qui sont formés pour moderniser leur stratégie pédagogique et les transformer avec le numérique, mais ça prend également des techniciens en informatique capables de les supporter et de comprendre la réalité. Alors, ça prend un bon maillage. Donc, ça a été notre stratégie. On a, évidemment, cet élément-là fait écho jusqu'au gouvernement du Québec, puisque dans ce que je vous parlais tout à l'heure, dans la stratégie numérique du gouvernement du Québec en éducation, on sait déjà qu'il y aura un angle sur la formation de ce qu'on appelle un e-campus ou un campus numérique, où on va pouvoir, les maisons d'établissement ensemble, avoir des communautés de pratique. Alors, c'est l'objectif qu'on a fait. Plus localement, dans notre collège, on s'est doté d'un centre d'apprentissage en pédagogie qu'on appelle le CAPTIC,
en pédagogie du numérique, bien sûr. Et on a doté une belle salle, une classe d'apprentissage actif avec tous les équipements. Et les étudiants n'y vont pas forcément. C'est vraiment pour que les enseignants puissent pratiquer, expérimenter, puis après ça, le faire en salle de classe. Donc, on leur a donné un lieu et des équipements pour être en mesure de le faire. Alors, ce que je peux dire par rapport au supérieur et par rapport à votre intervention, on essaye, nous aussi, bien évidemment, puisque notre public, ce sont des étudiants qui arrivent du secondaire, de travailler avec les équipes. Et si je prends par exemple Dorothée Soré du lycée Paul Dust, on a déjà travaillé avec ce type d'établissement, et ce n'est pas le seul, il y en a d'autres qu'on a pu accompagner. Et ce qui nous intéresse, entre guillemets, c'est d'imaginer, aussi bien au niveau des étudiants, enfin des futurs étudiants, et donc que des enseignants, les transformations que le numérique apporte. Et donc on fait ce que l'on appelle aussi des opérations d'immersion. Alors les opérations d'immersion, elles sont bien connues sur les étudiants, de manière à leur montrer ce qu'est le supérieur quand ils sont encore lycéens, mais on le fait également avec des classes d'enseignants. Et le gros intérêt, c'est que ça permet d'avoir un échange et de comprendre finalement quelles sont les évolutions qui se passent dans le secondaire et comment nous, qui sommes dans le supérieur, devons tenir compte de ces évolutions. Et donc, on a un échange enseignant-enseignant, cette fois-ci, et qui permet d'essayer d'adapter et de bien comprendre comment les deux fonctionnent. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ce que je peux dire aussi, c'est par rapport à votre organisation. Donc, on a bien sûr mis aussi, nous, une cellule TIS, une cellule d'accompagnement à la pédagogie, une cellule aussi d'innovation pédagogique. Alors là, il faut faire attention parce qu'on parle toujours d'innovation pédagogique. C'est toujours un peu un cliché embêtant parce qu'en fait, il y a beaucoup d'enseignants qui font des choses qui sont aujourd'hui appelées innovantes alors qu'ils les font depuis très longtemps. Donc attention aussi à ce que l'on appelle innovation pédagogique parce qu'il voilà, y a beaucoup d'enseignants qui pratiquent des choses qui sont dénommées aujourd'hui très innovantes et en fait non. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes. Et puis le dernier point, ça j'ai bien aimé sur la partie expérimentale, nous on a mis en place aussi ce qu'on appelle des laboratoires de pédagogie expérimentale. En fait, le terme laboratoire, il est pour l'expérimentation. Ce n'est pas un laboratoire au sens fondamental de recherche, c'est bien un lieu, et ce sont des lieux que l'on a définis, ce qu'on appelle, nous, des learning labs. Ce sont des lieux que l'on a mis en place, qui sont des lieux où les enseignants vont trouver tout le nécessaire pour expérimenter. Et ensuite, quand ils vont repartir dans les lieux traditionnels, eh bien, ils vont nous dire, moi, je souhaite que tel ou tel équipement soit présent parce que j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était très important dans ma pédagogie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et enfin, le dernier point plus global, je dirais que nous, au niveau de la formation, on essaie aussi dans le projet, parce que bien évidemment, on a une volonté de diplômer des étudiants qui, à la sortie, auront des compétences, des connaissances et des compétences, mais il y a aussi un marché de l'emploi derrière. Et donc, en fait, il faut aussi faire réfléchir les enseignants sur le fait que les métiers se transforment. Le métier du médecin de demain n'est plus le même que celui d'aujourd'hui. Le métier de l'avocat de demain n'est plus le même que celui d'aujourd'hui. Donc non seulement les pratiques pédagogiques vont changer, mais en fait la finalité même va changer. C'est-à-dire que ce que l'on enseigne aujourd'hui ne sera pas valable demain. Et donc il faut aussi amener cette formation sur la réflexion de l'avenir du discours qu'on est en train de passer aux étudiants. Et puis je terminerai, parce qu'on pourrait s'étendre beaucoup sur le sujet, je pense que vous avez à un moment donné parlé de posture. Ça, c'est un des axes majeurs sur lesquels on travaille, ce qu'on appelle le changement de posture, qu'on peut appeler le décalage, le décentrage. L'enseignant n'est plus le dépositaire du savoir, on le sait. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il faut absolument l'accepter. Ce n'est pas simple. Hein. C'est un changement qui est difficile pour certains, qui est plus facile pour d'autres, mais sur lequel il faut absolument travailler parce qu'on travaille avec l'étudiant. On ne travaille pas vers l'étudiant, mais on travaille bien avec. Voilà. Je voulais juste continuer là-dessus en disant effectivement, sur votre idée d'avoir des laboratoires d'innovation ou des laboratoires pédagogiques dans chaque établissement. Oui, sans doute, je pense on va dans cette direction-là, d'avoir dans chaque établissement à la fois un lieu physique qui soit aménagé différemment, qui permette des pédagogies différentes, et puis aussi des moments qui permettent aux enseignants d'échanger sur leurs pratiques, de développer des nouvelles choses, etc. C'est le système, notamment des bulles innovantes, qui a été mis en place
à Paul Cloteldius, donc on a travaillé un petit peu avec eux là-dessus, observé ce qui se passait. Bon, voilà, mais il y a des innovations, en tout cas aujourd'hui, qui vont dans ce sens-là. Juste peut-être aussi pour dire un mot sur les environnements numériques et leurs évolutions. Je pense aussi qu'on va... on sort petit à petit d'une logique où on voulait avoir un environnement numérique qui fasse tout et qui ait toutes les fonctionnalités, comme vous l'avez très, très bien dit. Et je pense qu'aujourd'hui, à la fois les enseignants et à la fois les élèves vont en fait utiliser une multiplicité d'outils. Et donc ça veut dire que dans la gouvernance de l'établissement, il faut être capable de gérer ça. Enfin, il y a aujourd'hui toute une réflexion et beaucoup de recherches sont menées sur ce qu'on appelle les environnements personnels d'apprentissage, c'est-à-dire réfléchir sur le fait que chaque élève, finalement, il va prendre des choses sur l'ENT, mais il va aussi créer un groupe Facebook avec ses collègues, il va aussi prendre des ressources à tel endroit, etc. Et donc, comment on fait? Et puis les profs, c'est pareil. Les profs, ils vont utiliser l'ENT, le Moodle de l'établissement s'il y en a un, mais ils vont aussi utiliser Padlet, Socrative, etc. Bon, voilà. Et donc, comment on fait pour gérer ça au niveau d'un établissement? Je pense que c'est une question très, très actuelle. Bon, ça a été dit, effectivement, hein, le ministère de plus en plus va aller chercher des partenaires privés dans le monde des tech qui développent des applications. Bon, évidemment, la question pour les établissements que ça pose, c'est qu'on est face à des acteurs privés qui ont leurs propres intérêts, qui viennent aussi vendre leurs outils, et puis avec la question voilà, des données des élèves qui peuvent être récoltées ou non par des tiers, etc. Donc en tout cas, c'est des questions actuelles. Je voudrais juste revenir un tout petit peu sur, vous avez évoqué tout à l'heure les outils et en particulier les supports, qui est un point important. Mais je crois que la question du support, elle se pose en prenant en compte justement l'environnement personnel d'apprentissage. Pour moi, c'est ça qui compte le plus. Et je crois que quand on parle d'environnement personnel d'apprentissage, c'est difficile de ne pas parler de support mobile. Pardon, hein, de revenir à ça. Mais les élèves, certainement, et les étudiants en particulier, ils développent à travers cet environnement personnel d'apprentissage des capacités d'acquisition de connaissances. Et ça joue évidemment sur toute la durée de la journée et de la nuit, quelquefois pour les étudiants. Ça permet de résoudre des problèmes liés aux locaux, aux heures d'ouverture et tout le tout team. Et puis, c'est aussi ces outils-là un moyen peut-être de réduire aussi un petit peu la fracture pédagogique. Il y a des étudiants qui ont plus de difficultés que d'autres à apprendre. Et moi, j'ai vu dans des universités étrangères en particulier beaucoup de ce qu'ils appellent lecture capture, la possibilité que tous les enseignements soient mis sur la plateforme et qu'on puisse y accéder n'importe quand. Un étudiant qui a des difficultés d'apprentissage sur un sujet, il peut le revoir 10 fois chez lui, sur sa tablette, et ça permet quand même de réduire les difficultés. Donc, sur le lieu d'apprentissage, qu'il y ait des outils, oui. Mais il faut aussi largement, à mes yeux, favoriser les possibilités donc, de faire venir des ressources sur n'importe quel type d'appareil. Et j'ai interrogé très récemment toutes les universités numériques thématiques françaises sur ce sujet pour notre rapport d'inspection générale là, qu'on est en train de faire. Je leur ai demandé, est-ce que vous êtes en capacité de produire des ressources éducatives qui vont sur les téléphones portables? Bah, oui, ils m'ont dit bien sûr, aujourd'hui oui. La plupart d'entre elles sont en capacité d'avoir des ressources numériques qui sont effectivement suitable sur n'importe quel type de support, et en particulier sur les tablettes et les téléphones portables. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Peut-être une dernière remarque par rapport toujours à l'outil. On peut aussi avoir un projet d'établissement qui se met en place à partir d'un type d'outil. C'est aussi une façon de faire, peut-être, d'avoir un projet à partir d'un outil. Et on construit tout le projet de développement pédagogique à partir de l'outil. Et cet outil doit être mobile. Voilà. Je ne sais pas si ça s'applique aussi aux enseignants, aux enfants de 3 à 12 ans. Oui. Donc moi, je parlerai juste sur cet âge-là, enfin, depuis la vision mairie de Bordeaux. Les débats évoquent 2 choses pour nous. Sur la question de doit-on imposer un outil qui va rester au placard qu'on a évoqué tout à l'heure. Quand on a
déployer les centaines de TNI dans toutes les classes élémentaires de Bordeaux, on le faisait sur le mode du volontariat. Donc je vous fais part de notre expérience. Et au bout de quelques années, très rapidement, à 95%, il y a toujours 5% de réfractaires aux nouveaux outils. Et là, il faut avouer qu'on a pris la décision de l'imposer à tout le monde, ne serait-ce que parce que par le jeu des mutations, les enseignants changent et que les enfants ne doivent pas pâtir. Et le prochain peut avoir un enseignant qui n'est pas réfractaire. Et donc ça amène quand même à la question, à un moment donné, les outils, ils se posent là et vient derrière, effectivement, on passe à la question, comment est-ce qu'on forme les enseignants, notamment à ces nouveaux outils. Et là, la mairie de Bordeaux, on a fait faire une étude par un chercheur effectivement de l'université de Lille sur ces nouveaux outils et comme vous faisiez remarquer, la question de la position, qu'a montré de manière très flagrante que la question de la position de l'enseignant est assez centrale là-dedans pour qu'il s'approprie ces nouveaux outils. D'où le besoin aussi de faire prendre conscience aux enseignants que c'est pas anodin ce qui se joue là, et donc ils peuvent soit utiliser tout le potentiel, c'est une question de potentialité de l'outil, soit ne pas l'utiliser, parce que les VPI c'est comme ça, on peut faire comme si c'était un tableau blanc mais ça salit pas les mains comme la craie, soit on peut utiliser toutes ces potentialités, mais ça veut dire un changement de regard de l'enseignant là-dessus. Sur les ressources que vous avez évoquées pédagogiques, comment et la liberté pédagogique laissée aux enseignants, donc ça c'est une question aussi sur laquelle on s'est plongé, même si en réalité ça nous dépasse un peu à la ville de Bordeaux et qu'il y a des enjeux nationaux au niveau des éditeurs, et qu'il y a des marchés, des forces commerciales derrière tout ça. Mais sur un plan plus restreint, on se posait la question, avec l'éducation nationale, est-ce qu'on doit valider ou pas préalablement toutes les ressources qu'on met à disposition, ce qui évidemment la réponse est non, c'est pas possible. Mais inversement, comment on favorise la diffusion des ressources, comment on tag, comment on hashtag les bonnes ressources qui peuvent être réutilisées à profit. Donc ça c'est on n'a pas la réponse, hein, je vous le dis tout de suite, mais la solution logicielle qu'on met dans les tablettes a un système parce qu'on s'est rendu compte que les enseignants, sans vouloir offenser quiconque dans la salle, mais peut des fois avoir un regard circonspect quant aux préconisations de leur ministère. Bon, c'est beau. Non, c'est pas possible. Voilà. Donc, si on mettait un label ministère sur, voilà, ça pourrait être pas forcément, ça pourrait contredire la liberté pédagogique. Donc, comment faire Donc, il faut que ça soit eux-mêmes les propres prescripteurs pour leurs collègues. Donc, nous, on essaie de travailler avec ce fournisseur où c'est effectivement... Parce qu'il y a des milliers de ressources sur Internet. Comment savoir laquelle est bonne, etc. Donc, c'est bien de s'appuyer sur les gens qu'on connaît, nos amis, nos collègues. Enfin, on fait tout ça dans la vie. Et donc, une petite idée, c'est d'essayer d'identifier quand il y a une ressource est mise à disposition sur ce site public, enfin, de ce fournisseurs. Normalement, elles sont toutes... on ne peut pas savoir de qui ça provient, mais si on pouvait mettre un tag proposé par un enseignant de Bordeaux, déjà, ou de l'académie, ça pourrait être une solution où, à ce moment-là, ils se disent « Ah tiens, j'ai un collègue de mon environnement assez proche, qui a proposé une ressource. » Voilà. Donc c'est des petites choses comme ça qu'on essaie de promouvoir, parce que là aussi il faut être inventif et créer des choses pour qu'on diffuse les bonnes pratiques, parce que sinon les enseignants sont noyés sous la profusion de choses. En plus de la formation, c'est quand même comment leur mettre à disposition tout de suite des choses très pratico-pratiques qu'ils peuvent réutiliser sans avoir à passer des heures et des heures à créer des ressources eux-mêmes. Donc ça, c'est un vrai sujet pour les enseignants, me semble-t-il. Premier point,
la liberté pédagogique s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre. Juste, c'est pas une liberté totale. Hein, les enseignants ne peuvent pas faire exactement ce qu'ils veulent. Il y a quand même un premier point sur lequel ils ont à respecter un certain nombre de choses. Deuxième élément de réponse, sur la question de la validation des outils. Alors, il existe deux espaces. Il y en a un qui s'appelle l'EduTech, dans lequel il y a tous les outils qui sont présents. Et puis, il a existé, il y a quelques années, quelque chose qui s'appelait RIP, reconnu d'intérêt pédagogique. Je ne sais plus où ça en est, mais en tout cas, il y a tous ces listes existent. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous sur le fait qu'un certain nombre d'enseignants considèrent que quand ça vient d'en haut, avec les guillemets qui vont bien, ça peut prêter à discussion. Pour revenir à la question, quelle politique d'établissement et comment on peut faire ? Je vais prendre un exemple, parce qu'il existe dans cette région un lycée qui s'appelle le LP2I, lycée pilote innovant international, on est en plein dans le sujet, qui est innovant depuis 30 ans. Non, c'est le lycée qui est au Futuroscope. René Monory, voilà, oui, dans la région du Nord, c'est comme vous dites, l'Aquitaine Nord. Ce lycée a été imaginé par René Monory, qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale, mais aussi responsable sur le département. L'économie à travers des pépinières d'entreprises, c'était pas le nom, mais c'était comme ça que c'était imaginé. Le Futuroscope, un lieu où on montrait la manière dont les technologies pouvaient se mettre en place, et un lycée. Caractéristique de ce lycée, dès le début, il s'est construit autour d'un point essentiel, c'est les enseignants qui viennent travailler sur le sujet, viennent sur un projet. Donc moi, je dirais la première chose, c'est, et ça vous le faites très bien dans l'enseignement privé sous contrat, profilons les postes. Il y a le projet d'établissement qui est déterminé à partir du besoin des élèves, et à partir des besoins des élèves, il y a une politique d'établissement et les gens viennent sur le profil. La question de comment on va l'utiliser, quels sont les outils, tout ça c'est des éléments essentiels, mais je crois que la première question à traiter, c'est la relation pédagogique qu'établit l'enseignant avec l'élève, le groupe classe, tel type de groupe, et comment tout ça se met en place. De mon point de vue, c'est le premier élément. L'outil et les outils qui vont être derrière sont vraiment la conséquence du projet de l'établissement, la manière dont les gens travaillent entre eux. Et donc, s'il y avait un deuxième point sur lequel je crois qu'il faudrait qu'on puisse réfléchir, c'est quels sont, et là, chaque chef d'établissement peut l'avoir en tête, les modularités qu'on peut mettre en place entre un groupe classe, des groupes de besoins, des groupes de projets, des groupes de soutien. Voilà, vous voyez un peu tous les éléments qui peuvent exister. L'outil numérique n'étant ensuite qu'un outil qui permet de répondre à un certain nombre de besoins. Donc à la question de qu'est-ce qu'on peut faire, je crois que je répondrai volontiers, ce n'est pas ma fonction actuelle, mais parlons d'abord de pédagogie et trouvons les réponses ensuite en termes d'outils. Voilà. Après, la réponse sur quel type de NT. En deux mots. Je crois qu'on est tous d'accord, et c'est intéressant de passer le dernier, il y a un consensus général. Le NT tel qu'il a été imaginé comme étant un bunker sécurisé dans lequel les élèves allaient pouvoir rentrer sans qu'il y ait aucun risque, a été à mon sens un mythe, mais j'ai participé à ce mythe pendant très très longtemps. C'est dépassé tout simplement parce que maintenant, on a beau sécuriser tout ce qu'on veut. Un gamin qui a de la 4G dans un lycée, il se met en borne Wi-Fi, il va arroser la moitié de la salle de classe. Donc du coup, on a beau avoir toutes les sécurités qu'on veut, terminé. Ça, c'est fini. Point sur la vie scolaire, c'est effectivement l'outil qui est le plus utilisé dans l'ENT. Alors, dire on ne le met plus, il y a déjà des usages et des fréquentations qui sont faibles. Je suis un peu plus sévère que la personne. S'il n'y a pas cette brique-là, ça va être compliqué. Alors, je suis d'accord sur l'idée, ce n'est pas la peine de dépenser des millions d'euros sur la vie scolaire. Des éditeurs privés qui ont capté complètement le marché le font très bien. Mettons les connecteurs qui vont bien. Sur les ressources, après, là, je reviens à ce que fait le LP2I. Il y a deux types de ressources, selon moi. Il y a ce qui renverrait de la nécessité du service public. Que devons-nous proposer à tous les enseignants et à tous les jeunes? Et ça, c'est un socle, j'allais dire un socle commun pour reprendre une formule. Le socle commun, il faut qu'on puisse mettre à disposition de tout le monde. Et ensuite, et là, c'est la responsabilité des enseignants et de l'équipe pédagogique de définir quels sont les outils qu'ils veulent utiliser avec leurs élèves. La liberté pédagogique, si ça signifie que tous les ans, les enseignants vont changer d'outils et que les élèves vont devoir se retrouver dans le maquis des outils qui leur sont proposés, je ne suis pas certain que ça aide tout le monde. Et donc,
Liberté, oui, je dirais la liberté, elle est d'abord dans le cadre du projet, dans le cadre de l'établissement, parce que le jeune qui est en difficulté, si tous les ans il faut qu'il se dise, alors l'année dernière je faisais ça, cette année il faut que je fasse comme ça, vous multipliez par une dizaine d'enseignants et vous voyez un peu comment les choses peuvent être compliquées pour les jeunes, surtout si on leur demande de travailler avec des outils qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Si chacun a son propre matériel, ça va devenir ingérable et l'objectif sur lequel on travaille de la réussite de tous ne sera pas atteint si la seule réponse qu'on a, c'est que ce soit le parent le soir qui dise comment il faut faire pour trouver la réponse ou trouver ne serait-ce que l'exercice. Donc méfions-nous de la liberté totale. Alors, je dirais, on est à Bordeaux, on devrait être girondin, mais je suis assez jacobin sur le travail qu'on doit conduire au sein de l'établissement. Je crois que c'est vraiment l'autonomie de l'établissement et c'est vraiment le projet de l'établissement qu'il faut prendre en compte. Bonjour, Christian Plesnikov du CG de l'Avocatière au Québec. Je vous écoute depuis ce matin avec une grande intention. Je suis comme une éponge, je gobe toutes vos interventions. Je ferai référence ce matin à ce que disait Madame Dubourg-Lavroff, que l'enseignement est aussi, tout au long de sa vie, une formation continuelle. Donc, actuellement, on parle beaucoup du numérique, de l'enseignement dans nos institutions. Et peut-être je vous amènerai une réflexion qu'on a déjà au Québec, qu'on met en pratique au Québec, c'est l'application de la formation du numérique pour les entreprises et dans les entreprises. C'est-à-dire l'employé ne se déplace plus, il fait sa formation depuis les entreprises et application pratique sur ses chaînes de montage, sous la supervision, bien sûr, de l'enseignant qui reste dans son institution. Est-ce que c'est quelque chose comme réflexion qui serait intéressante dans le cadre de notre débat d'aujourd'hui ? Question du lieu de formation. Oui, c'est la formation tout au long de la vie et aussi de la part du numérique dans cette formation continue de l'adulte. Pour l'instant, moi, clairement, j'ai pas connaissance dans l'académie de ce type d'action. Nous, on est amené bien évidemment à former nos enseignants, donc à mettre en œuvre, à hybrider l'ensemble de nos formations disciplinaires. Maintenant, mais si on pense à la formation du technicien lambda dans l'entreprise, qui serait amené à rentrer en communication avec un enseignant d'un BTS à Périgueux, pour prendre un exemple local, pour l'instant, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Mais c'est à imaginer. Voilà. Effectivement, c'est difficile d'envisager de produire à un niveau politique national ou politique territorial une réflexion stratégie numérique qui soit éducation, qui ne soit pas connectée sur les débouchés en fait des jeunes et la formation tout au long de la vie, etc. C'est-à-dire que, imaginons un système qui finira un peu absurde, dans lequel chacun tourne de son côté et finalement on répondrait pas parce que c'est très très difficile d'imaginer ce que seront les conditions d'innovation, de travail, d'implication, etc. des jeunes qui sont aujourd'hui en formation. C'est très difficile pour quelqu'un qui travaille, qui a 30 ans, 40 ans, etc., de savoir comment est-ce qu'il travaillera dans 20 ans. Voilà. Donc si on déconnecte la réflexion sur la stratégie numérique de l'éducation, d'une réflexion sur la stratégie numérique économique, à un moment donné, il y aurait un risque de décalage, quoi. Et je crains, pour avoir lu à un moment donné les travaux de Pierre Giorgini sur la transition numérique, travaux dans lesquels il disait que l'éducation était le dernier secteur à ne pas avoir fait sa transition numérique, si on le regarde dans un ensemble d'acteurs, un ensemble qui produisent, en fait, l'éducation produit un bien public, mais produit aussi un bien. Et donc, par rapport aux producteurs de biens et services, l'éducation était un peu le dernier à ne pas avoir fait sa transition numérique. Il y a probablement d'autres endroits où ce n'est pas le cas. Si la réflexion n'est pas partagée, on peut arriver à quelque chose qui ne sera pas cohérent. Voilà. Parce que dans ma vision, moi, l'éducation n'est pas pour faire l'éducation. On forme des gens qui vont produire dans les entreprises et qui vont participer à l'essor économique d'un pays ou du monde. Bien sûr. Alors, je pense que, Madame Deveau, vous êtes un peu dur quand vous dites qu'on ne prépare pas les jeunes au monde de demain. Mais bon, ça vient. Alors, on y travaille dans la mesure où on prépare quand même, bien évidemment, les jeunes à l'apprentissage de connaissances et de compétences disciplinaires, mais aussi de compétences transversales, qui nécessitent aussi des capacités cognitives particulières, le fait de savoir résoudre un problème, d'innover. Bien évidemment, ça on y travaille.
Donc on prépare les jeunes à des métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Faut bien avoir conscience. Enfin, je parle il y a 10 ans. Là. En 2010, les 10 emplois les plus recherchés dans le monde du numérique n'existaient pas en 2006. Voilà. En 4 ans, ça a été complètement transformé. Les élèves qui sont aujourd'hui en grande section auront des emplois qui sont complètement différents de ceux de maintenant. On parlait du médecin augmenté ou du juriste augmenté. Clairement, les métiers sont révolutionnés. C'est très difficile pour l'éducation de préparer à des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, Bonjour, Vincent Huic, chef d'établissement premier degré. Moi, là, je réagis un petit peu à ce que vous avez dit. Il y a quelque chose de très important pour moi qui a été nommé et qui pourtant peut-être n'a pas été très entendu, c'est la question de la posture enseignante. Et que s'il n'y a pas de modification, de travail véritablement en formation sur la modification des postures enseignantes, je pense que la question de l'outil numérique va rester de côté. La question aussi du travail sur la compétence. Utiliser un outil ressource, c'est accepter qu'on mobilise des ressources externes pour pouvoir répondre à une situation. Et que cette question de la compétence en France, elle est encore un petit peu en suspens. Et donc que la question de l'outil numérique dans les écoles françaises reste avec cette question de l'utilisation dans les écoles primaires, je parle, de l'acceptation qu'on va passer d'un monde d'apprentissage de capacité à véritablement un traitement de la compétence et une mise en compétence et une montée en compétence des élèves. Donc, je ne sais pas quelle est la réponse qu'aujourd'hui vous pouvez apporter, aussi bien au niveau de la mairie de Bordeaux qu'au niveau de l'inspection académique, sur la question de la posture des enseignants et de la construction du travail en compétences, qui marchent ensemble, puisque c'est changer complètement sa posture. On passe d'une posture de celui qui détient le savoir à un accompagnateur de la construction du savoir. Et ça, les enseignants aujourd'hui ne sont pas très au clair avec ce changement de métier, pourtant qui est devenu le leur par la transformation du numérique. Moi, je voudrais juste faire une petite remarque avant que les spécialistes ne parlent. À l'université, on nous a bien dit qu'il fallait absolument avoir des ingénieurs pédagogiques parce que ces abrutis de profs sont incapables d'apprendre les usages numériques sans ingénieur pédagogique. Pourquoi est-ce que dans le primaire et le secondaire, ce n'est pas le cas? Une dernière question, peut-être. Peut-être parce qu'il faut plus que des ingénieurs, il faut des ingénieux, peut-être. Non mais... Je viens répondre et je vais vous donner de où je réponds. J'ai été pendant très longtemps inspecteur du premier degré, donc je connais bien la question que vous posez. La question, elle est liée d'abord aux modalités de formation des gens dans leur formation initiale. Est-ce que ce type de travail basé sur les compétences plutôt que sur les capacités se met en place? On peut imaginer qu'à l'ESP, les choses se font. À bas bruit. On va essayer de dans ce sens-là, oui. Donc ça évolue. Et puis après, je crois que la véritable question par rapport à cette relation pédagogique, c'est comment les enseignants, et là vous avez raison en termes de changement de posture, se mettent dans une situation, et je crois que de plus en plus, ils en ont conscience. Ils voient bien que le monde ne se passe plus qu'à travers le manuel scolaire, comme c'était le cas il y a 100 ou 150 ans. Et pourtant, la difficulté qu'on rencontre, je parle du premier degré des classes, la difficulté c'est qu'à ce stade, nous n'avons pas encore des outils pédagogiques qui soient suffisamment innovants pour pouvoir réussir à travailler avec ces outils. Il y a les notions de capsules, j'ai vu là sur votre superbe outil, qui arrivent en France, des petites capsules de 4 ou 5 minutes dans lesquelles ça donne un éclairage. C'est des choses qui se mettent en place, mais là aussi, il faut avoir en tête qu'il y a une vraie difficulté, mais vous êtes confronté à ça dans vos établissements. La moyenne des classes au niveau national, c'est à 15, 16, 17, mais c'est une moyenne. Entre la petite classe unique à 8 élèves et celle qu'on rencontre à Bordeaux, j'imagine, à 30, évidemment, quand vous avez 8 élèves, la différenciation pédagogique, le travail avec les outils, tout ce que vous êtes en train de décrire, on peut le faire. Le changement de posture à 30, j'ai aussi été enseignant il y a des dizaines d'années. Il faut reconnaître, et je ne le dirai pas publiquement dans une assemblée d'enseignants, mais c'est un peu moins facile que quand on a moins d'élèves. Et donc là, c'est une véritable difficulté, c'est comment on est en capacité globalement de faire basculer des moyens du second degré vers le premier degré. Je vous rappelle qu'il y a eu cette année au niveau national 3000 élèves de moins et 3000 postes de plus pour le premier degré. C'est un début de réponse. Alors, côté Ville de Bordeaux, juste pour dire,
Je pense que cette prise de conscience, elle est en train de venir sur la question du changement de posture des enseignants, là, comme je le disais précédemment. On n'a pas de solution miracle, donc c'est de la formation, de la formation, de la formation. Donc nous, on travaille beaucoup avec l'inspection académique de l'éducation nationale pour faire systématiquement, pas que des formations techniques, mais des formations pédagogiques, pour que c'est là-dedans qu'ils vont se rendre compte de ça. Et d'autre part, ils prennent conscience petit à petit que, comme disait quelqu'un tout à l'heure, on est passé de l'outil informatique fait tout et c'est à chaque outil a ses spécificités. Et typiquement sur les tablettes, ça, on développe des choses autour de la personnalisation des parcours et l'apprentissage des langues. Voilà. Et par ce biais-là, moi je crois beaucoup à, pas à des grandes théories, mais à des choses petites qui font des déclics dans la tête des gens. Donc par ce biais-là, ils se rendent compte que d'eux-mêmes que, bah oui, ils sont obligés de changer de posture, et parce que cet outil leur permet aussi, apporte d'énormes avantages sur, par exemple, la scolarisation des enfants à besoins particuliers. Enfin là, je parle pour la personnalisation des parcours et des choses sur lesquelles on aime bien travailler sur Bordeaux, sur l'accueil des allophones ou les langues. Voilà. Et il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais une des premières questions, mais je voulais quand même aussi le souligner parce que c'est une des spécificités françaises, je pense, par rapport à ce que j'ai entendu du Québec ou des écoles privées, c'est qu'on a aussi une problématique, c'est la continuité de ces stratégies quand on passe d'âge en âge, puisque entre la commune, le collège, enfin donc le département qui gère les collèges, la commune qui gère les écoles et le conseil régional qui gère les lycées et plus encore, il n'y a pas aujourd'hui encore une cohérence, peut-être une stratégie commune, etc. Alors j'espère que, j'appelle de mes voeux qu'on puisse la construire et y venir, parce qu'effectivement, les enfants, pour rebondir sur le côté, ils changent de prof, ils changent de méthode, mais là, ils changent d'âge et ils changent aussi d'outils. Voilà. Donc, Merci beaucoup à tous. Alors, je sais qu'il y a encore des questions en suspens. Je vais frustrer terriblement la salle, mais on est obligé de passer à la conférence suivante. Mais vous rencontrerez ensuite nos participants et vous pourrez échanger autour du buffet un petit peu plus tard. Merci bien, merci.